Et c'est l'heure à présent de la revue de presse avec Julien Cheida. Bonjour Julien. Bonjour Ashrem. Après l'annonce in extremis de la formation d'un gouvernement de coalition en Israël, l'heure est à la satisfaction dans la presse israélienne. C'est le cas, oui. Un duo improbable mais qui rassemble presque tout le spectre politique israélien. Mais enfin un gouvernement pour nous. C'est ce qu'écrit le quotidien Haaretz. Naftali Bennett qui pourrait devenir le prochain Premier ministre et le centriste Yair Lapid ont réussi leur pari d'annoncer un gouvernement d'union nationale. Reste à savoir toutefois selon le quotidien si le ciment prendra, car l'anti-Netanyahou n'est pas un programme qui peut durer. Les enjeux sont énormes pour le pays, notamment sur la modernisation des infrastructures qui demandent énormément de travaux et le retour au calme d'une population encore très clivée. Une question demeure, que va devenir Benyamin Netanyahou? Eh bien, c'est toute la question que se pose aussi la presse aujourd'hui. Quand on a passé 12 ans au pouvoir, eh bien, c'est difficile de le quitter. C'est ce que rappelle le Jérusalem Post, qui essaye d'imaginer le leader de Likoud en chef de l'opposition à la Knesset. Un scénario assez difficile à imaginer, d'après le quotidien, tant les manœuvres juridiques lancées par l'actuel Premier ministre sont nombreuses pour faire capoter le vote qui pourrait confirmer au Parlement ce nouveau gouvernement d'union nationale. Et du côté américain, on ne se presse pas pour soutenir Benyamin Netanyahou. Pas vraiment, c'est le cas, oui. Joe Biden n'a jamais caché sa défiance à l'égard de Benyamin Netanyahou, qui s'entendait à merveille avec Donald Trump. Pour le Washington Post, s'il devait y avoir un changement de majorité, ce serait l'occasion de renforcer le partenariat entre les États-Unis et Israël, et peut-être, le quotidien met bien entre guillemets peut-être, d'essayer de ramener le calme dans la région. Allez, à Hong Kong, maintenant, les habitants du territoire semi-autonome sont interdits de manifester en mémoire du soulèvement de Tiananmen. C'était en 1989. Oui, c'était le 4 juin 1989 et 32 ans plus tard, pas de manifestation ni de veillée aux chandelles pour la seconde année consécutive à Hong Kong, officiellement en raison de la pandémie. En raison du risque sanitaire. À la place, les autorités environ 7000 policiers, explique le South China Morning Post. Et cela interpelle le quotidien qui se demande si cette interdiction n'est tout simplement pas la conséquence de la loi controversée sur la sécurité nationale qui avait été votée l'année dernière. Alors, pour éviter tout rassemblement, les autorités ont prévu des sanctions très lourdes, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, rappelle le Guardian. Le quotidien britannique qui voit l'emprise de plus en plus forte de Pékin sur le système démocratique de Hong Kong, et aussi une tentative de réécrire l'histoire, celle du soulèvement de Tiananmen, mais aussi une volonté de faire oublier au plus vite les manifestations massives qui avaient eu lieu sur le territoire en 2019. Allez, aux États-Unis maintenant, c'est peut-être le début de la fin d'un tabou américain avec l'idée de cet impôt qui taxerait les grandes multinationales qui échappent donc à la fiscalité. Imaginez une très grande entreprise qui fait fructifier ses bénéfices à travers la planète, donc qui fait des centaines de milliards de bénéfices, mais qui ne paye quasiment pas d'impôts. Eh bien, Joe Biden veut réécrire cette histoire avec une fin légèrement différente. Il gagnera beaucoup d'argent et payera beaucoup d'impôts. Libération parle d'une révolution en marche avec cette très jolie une. Pour son premier G7 qui débute aujourd'hui à Londres comme président américain, Joe Biden veut frapper fort en proposant l'instauration d'un taux minimum mondial d'imposition de 15%, visant les grandes multinationales. La plupart sont américaines. On parle évidemment des GAFA, Google, Facebook et autres, ces géants du numérique qui jusqu'à présent payent le moins d'impôts possible en s'installant dans des pays à la fiscalité attractive. En Europe, ça se passe notamment en Irlande. De manière générale, il est possible de reconstruire mieux, explique en taxant fortement les plus riches, explique Paul Krugman. C'est un chroniqueur de New York Times, aussi prix Nobel d'économie. Selon lui, l'Amérique doit sauter le pas après les années Trump où le taux d'imposition des sociétés au niveau national avait baissé drastiquement de 35 à 21%. Et les milliardaires, comment réagissent-ils à ces annonces du président américain? Eh bien, pour le coup, on ne saute pas de joie évidemment à l'idée de payer plus d'impôts, même si cela contribuerait en partie à financer notamment l'éducation, la santé ou à réduire tout simplement les inégalités. L'article de Vox nous décrit ces réunions d'entreprise qu'on prépare depuis plusieurs semaines. On se prépare déjà à contourner le plan Biden depuis plusieurs semaines. Et un gestionnaire de fortune explique que à l'heure actuelle, il existe déjà plusieurs manières de contourner ce plan que proposera Biden tout à l'heure, notamment avec des investissements bien placés. Et avant de se quitter, Julien, un peu de soleil et de chaleur, les cinéphiles vont retrouver la Croisette dans un mois avec le retour du Festival de Cannes. Oui, ça fait du bien et on ne va pas bouder de notre plaisir. 2 semaines après la rouverture des cinémas en France, on connaît la liste des prétendants à la Palme d'Or. 24 films en compétition, dont 7 français. Ça fait peut-être beaucoup, mais après tout, on est là pour voir des films, raconte à Libération le délégué général du festival, Thierry Frémaux. Avalanche de films, de stars et de paillettes après une édition 2020 annulée par la pandémie.
Pour avoir accès au festival, il faudra d'ailleurs respecter un protocole sanitaire très strict, mais ça vaut bien un joli moment de cinéma. Merci beaucoup Julien pour cette revue de presse.